avons le plaisir d'accueillir Marion Dohen dans la continuité de ce qui vient d'être dit ce matin. Donc c'est aussi très intéressant. Marion est maître de conférence au pôle Parole et Cognition du laboratoire GIPSA, Grenoble Image Parole Signal Automatique, dans l'équipe Perception Contrôle, Multimodalité et Dynamique de la parole. Depuis plus de 10 ans, maintenant, elle s'intéresse aux personnes ayant des troubles de la parole et du langage et a coordonné de nombreux projets de recherche avec son équipe. Aujourd'hui, elle nous propose une intervention intitulée « La voix, oui, mais pas que ». Suspense. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais avant tout remercier les organisateurs de m'avoir invité, et notamment Mathilde, merci. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui de multimodalité et un petit peu de CAA, enfin de CAA, mais un petit peu différemment. Voilà. Donc, ce qu'on sait, c'est que communiquer, c'est pas seulement parler. Et c'est plein d'autres choses. Et pour vous illustrer ça, je vais vous montrer une petite vidéo que sans doute certains d'entre vous connaissent et que j'aime beaucoup. Donc sur cette vidéo, on voit ces deux jumeaux qui clairement ne sont pas en train de se parler, avec du langage en tout cas, mais qui clairement sont en train de communiquer entre eux. Et on retrouve en fait tout ce qui peut composer une interaction communicative, à part les mots, mais on a tout, on a les tours de parole, on a de l'intonation, et on a des réactions, et surtout, on voit qu'ils bougent leurs mains et leur corps aussi. Et donc, communiquer, c'est aussi interagir, échanger, moduler, adapter et bouger. Et donc, c'est bouger avec tout son corps, comme on vient de le voir, mais aussi, plus particulièrement, avec ses mains. Donc sur cette vidéo, on voit que les gestes sont produits de manière universelle un petit peu et dans plein de situations différentes. Donc parler, communiquer, c'est pas seulement parler, c'est aussi bouger tout son corps, en particulier ses mains, et c'est même pas forcément parler du tout, puisque vous connaissez tous l'exemple de la langue des signes, où on a un langage à part entière, sans parole. Donc, si on veut résumer tout ça, on peut dire que communiquer, c'est produire des sons et ou bouger son corps, et en particulier ses mains. Et puis, c'est aussi communiquer, percevoir, c'est aussi entendre, écouter et voir et regarder. Et donc, moi, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on appelle les gestes communicatifs co-verbaux, qui sont ces gestes qu'on produit spontanément quand on communique, et notamment quand on parle, et qui sont différents de la langue des signes, dans le sens où, à part pour certains d'entre eux, dans une certaine mesure, ils ne sont pas codifiés et ils ne constituent pas une langue à proprement parler. Et donc, ces gestes, on les produit, comme je le disais, naturellement, spontanément et systématiquement, comme nous le rappelle dans la vidéo suivante Marielle Lachenal, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. Le geste, il est juste humain.
il est naturel, il est inscrit en nous. Et simplement, nous, depuis qu'on est petit, on nous a dit de ranger nos mains, de ranger notre corps. Et du coup, de mettre les signes, c'est juste retrouver cette capacité qu'on avait quand on était petit, de parler avec tout notre corps. Et donc ces gestes, on les produit naturellement, spontanément et systématiquement, et ce, même si la personne à qui on parle ne nous voit pas. Je pense que vous avez déjà vu quelqu'un dans la rue au téléphone en train de faire plein de gestes avec les mains alors que son interlocuteur ne le voit pas. Et puis en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces gestes, on les produit pas forcément parce qu'on a vu les autres le faire quand on était petit et qu'on s'est mis à les imiter, puisqu'on sait que les personnes aveugles de naissance produisent aussi des gestes communicatifs, même lorsqu'ils ou elles communiquent avec une autre personne aveugle de naissance. Donc il y a des chercheurs qui se sont intéressés à ces gestes communicatifs, notamment Adam Gendon, qui dit que les gestes produits en lien avec la parole font partie intégrante de l'acte du locuteur. Et c'est ce que notamment formalise David McNeill, un autre chercheur qui a beaucoup travaillé sur la gestualité manuelle co-verbale, et qui a mis au point une théorie qu'il appelle la théorie du growth point, que j'aurais du mal à traduire, mais l'idée, c'est un petit peu ce qui est illustré ici, l'idée de la théorie, c'est que les gestes manuels et la parole naissent d'un processus de pensée commun, un petit peu à l'image d'une graine qui donnerait lieu à une plante qui est composée de plusieurs feuilles. Et puis, ce qu'on sait, c'est aussi que les bébés, ils commencent à communiquer avec leurs mains avant de communiquer avec la parole. Et alors ça, je vais juste passer ça, par contre. Donc, il y a des petites choses que je passerai pour le temps. Donc, je vais passer la vidéo. Ce qu'on sait, c'est que dans le cerveau, les aires motrices de la main et de la bouche sont proches. Et on sait que on constate qu'avant de pouvoir parler, les bébés utilisent des gestes manuels naturellement pour communiquer et que ces gestes vont jouer un rôle à toutes les étapes du long chemin du développement de la parole et du langage. Donc ce qu'on sait, c'est que vers 9 à 13 mois, alors attention, tous les âges sont indicatifs, il y a de fortes variabilités interindividuelles. Ce qu'il faut voir, ce n'est pas forcément l'âge chronologique, mais plutôt la succession des événements. Donc vers 9 à 13 mois, on a émergence de la communication intentionnelle avec des gestes spécifiques pour montrer, donner, pointer, requérir. Je suis pas sur la bonne diapo, pardon. Ces gestes vont précéder l'apparition des premiers mots. Donc vers 12 mois, on a une domination de la modalité gestuelle pour la communication, vers 16 mois à peu près une équivalence, puis vers 20 mois, une modalité vocale qui va dominer. Alors, j'aime bien illustrer ça avec le graphe suivant. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphe? On voit schématiquement l'émergence du langage et des modalités vocales et gestuelles de la communication. Et donc, ce qu'on voit, on retrouve ici que vers 9 mois, c'est la modalité gestuelle qui domine, qu'on a à peu près vers 14 mois une équivalence, 14-16 mois, une équivalence d'utilisation des deux modalités. Et puis, ce que j'aime surtout, c'est la partie après 14 mois qui montre que, ok, on a la modalité vocale qui domine, mais on ne délaisse pas pour autant la modalité gestuelle dans la communication. Et puis, ce qu'on sait, c'est qu'on a augmentation du nombre de gestes qui vont être associés à une complexification des énoncés. Et donc, si on résume tout ça, on sait aussi, la littérature nous montre qu'il y a un lien de prédiction entre la production gestuelle et ensuite la production langagière. Donc, comme je l'ai dit, vers 9-11 mois, on a les premiers gestes communicatifs qui sont essentiellement des gestes dits déictiques, c'est-à-dire des gestes qui montrent, qui désignent. Le stéréotype de ce geste étant bien sûr le geste de pointage avec l'index. Et puis en fait, l'âge d'apparition de des productions de ces premiers gestes, elle va prédire l'âge d'apparition des premiers mots. Et puis ensuite, on va avoir des combinaisons mots plus gestes, d'abord qui vont véhiculer la même information, puis plus tard qui vont véhiculer des informations complémentaires. Donc par exemple,
un enfant qui va dire monstre et en même temps qui va faire ça pour parler du gros monstre. Donc là, on n'a plus de redondance d'informations et l'âge d'apparition de ces premières combinaisons va prédire l'âge d'apparition des énoncés de 2 mots, c'est-à-dire l'entrée des enfants dans la syntaxe. Et puis, ce qu'on sait aussi maintenant, ça apparaît de plus en plus dans les crèches notamment, etc., c'est qu'on peut délibérément apprendre des gestes aux tout petits enfants, aux petits bébés, pour leur permettre de communiquer un certain nombre de choses avant qu'ils ne puissent parler. Donc on voit des exemples ici. Le signe encore. Le signe pour demander de l'aide. S'il te plaît. Voilà, et ça peut permettre aux tout petits bébés, avant d'avoir accès à la parole, de pouvoir communiquer un certain nombre de choses. La question qu'on pourrait se poser, c'est diantre, pourquoi est-ce que les bébés communiquent d'abord avec leurs mains? Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas tout simplement? Parce que la parole, c'est super compliqué. Pour parler, il faut contrôler un appareil sensorimoteur très complexe, envoyer les bonnes commandes motrices à tout un ensemble de muscles qui doivent fonctionner en synergie et en coordination. Et donc, tout ça. Et puis, il faut aussi, pour faire tout ça, avoir des bons retours sensoriels, parce que c'est ce qui nous permet de contrôler ce qu'on est en train de faire. Et donc, la parole, ça prend beaucoup de temps à apprendre et c'est très compliqué. D'autant plus que, au départ, le bébé va surtout d'abord apprendre à contrôler la sphère orofaciale et surtout le conduit vocal pour déglutir, puisque c'est quand même la fonction vitale primordiale. Et puis, le langage, tel qu'on l'utilise nous, il est abstrait, il est séquentiel et il est très long à apprendre, alors que la communication par le geste, elle est holistique et beaucoup plus facile à apprendre d'un point de vue moteur. Et puis, parfois, la communication, la parole va rester difficile tout au long de la vie, pour plein de raisons différentes possibles, ou alors elle le deviendra à un certain moment. Donc, c'est le cas dans plein de situations, j'en ai listé quelques-unes ici, les troubles spécifiques du langage, la paralysie cérébrale, l'autisme, l'aphasie, les troubles neurogénétiques, mais c'est bien sûr pas les seuls. Et c'est là qu'on va pouvoir être intéressé par un système, une méthode qui va pouvoir venir aider, supporter, voire remplacer la parole. Et c'est là qu'on arrive dans le domaine de la CAA. J'ai oublié de le dire, mais tout ce que je présente aujourd'hui, etc., ça vient d'une réflexion et d'un travail avec ma collègue Amélie Rocher-Capellan, qui travaille dans le même laboratoire que moi, qui est chercheur au CNRS, et qui n'a pas pu venir ici. Et donc, en général, quand on présente la CAA, on utilise cette diapo pour résumer un petit peu les différentes méthodes de CAA. Donc, on les classifie en général avec les méthodes sans support et les méthodes avec support. Donc, les méthodes sans support, c'est essentiellement la gestualité manuelle, avec ce que vous connaissez sans doute, soit la gestualité manuelle naturelle, soit les gestes du Makaton qui viennent en complément de la parole, ou la langue des signes. Et puis, d'un autre côté, on a des méthodes avec support, donc avec support externe, soit des supports, ce qu'on appelle low-tech, donc tout ce qui est images, pictogrammes, livres de communication, et puis les supports high-tech, donc qui vont aussi utiliser très souvent des images, des pictos ou des claviers, et sur lesquels on va avoir l'aspect synthèse vocale. Donc, avec ma collègue Amélie, on a mené il y a quelques années un projet de recherche qui s'appelait Commence, et dont le but était d'étudier la communication des personnes avec trisomie 21. Donc, je ne vais pas vous rappeler ce qu'est la trisomie 21, mais plutôt rappeler le fait qu'elle occasionne des difficultés de production de la parole,
qui sont très variables d'un individu à l'autre, mais qui sont toujours présentes. Donc on a des individus qui vont être complètement non-verbaux et des individus qui vont parler à l'inverse quasi normalement. Mais voilà, le trouble de la parole est souvent présent, avec un trouble, comme très souvent, de la production qui est supérieur au trouble en perception. Et il y avait plusieurs aspects à ce projet que je ne vais pas tous détailler ici, mais notamment dans ce projet, on s'est intéressé à la gestualité manuelle et comment elle pourrait venir en support de la production de la parole. Donc on s'est intéressé à la gestualité communicative des personnes avec trisomie 21. Quand moi j'étais bébé, quand j'étais sortie, il n'avait pas trop à parler, toi, je faisais des signes, ça m'aidait beaucoup, et voilà. Ça te fait du bien d'arriver à dire les choses avec les gestes? Ouais. Ouais. Parce que c'est moins dur que de les prononcer? Ouais. Je voulais qu'on me comprenne. Donc voilà, j'ai utilisé mon terme comédienne. Je parlais avec les bras, voilà, je parlais avec mes mains, j'étais comédienne. J'ai appris le langage des signes, qui m'a énormément aidée justement pour entrer en communication avec lui. Et parfois, les gestes sont nécessaires en fait pour que la communication puisse se faire. Est-ce que tu connais d'autres gestes avec tes mains? Carotte. Ouais. Carotte, chocolat. Chocolat. Et salade. Ouais. Bête. Ouais. Et après, maison. Maison. Papa. Maman. Voilà. Pourquoi tu trouves que c'est difficile? Parents. Des fois, il y a des choses que tu as envie de dire et tu n'arrives pas. Oui. Tu aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui connaissent les gestes? Oui. Ça t'aiderait, ça? Ouais. Ça, c'est quoi? Verte. 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 C'est ça. Verte. Ouais, c'est bien. C'est verte. Donc, ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est que cette jeune fille qui a beaucoup de mal à articuler la parole, alors on voit plusieurs choses. On voit déjà qu'elle connaît bien les gestes et qu'elle arrive facilement à les produire de manière assez précise. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que quand elle les produit, visiblement, ça l'aide aussi au niveau articulatoire. Donc ça, c'est ce qu'on voudrait essayer de montrer de manière, avec nos outils de chercheurs, de manière plus, on va dire, scientifique, pour aussi donner une assise scientifique à tout ce qui est expérimenté par les pros de manière empirique. Ce que j'aime bien aussi dans cette vidéo, c'est que là, on se retrouve dans une situation qui est inversée, où elle est en train d'être dans une position d'apprenante, puisque c'est elle qui m'apprend à faire des gestes. Mais c'est ce que je disais, il manque encore de preuves scientifiques. Et donc, c'est ce que dit ici cette citation, je ne l'ai pas traduite, désolée, qui dit que les études sont limitées en termes de mesure des retombées de la recherche et qu'on a encore besoin de conduire de la recherche qui permettra de démontrer de manière claire et contrôlée et de mesurer la généralisation qui contribuera à développer donc la littérature scientifique sur les effets de l'utilisation du signe ou du geste pour les enfants avec trisomie 21. Et donc, dans le cadre du projet Commence, on a mené une étude sur le rôle du geste manuel représentationnel dans l'apprentissage de nouveaux mots chez les enfants avec trisomie 21. Les gestes représentationnels, c'est quoi? C'est les gestes qui ont un lien soit avec la forme, soit avec la fonction du référent auquel il se réfère. Donc là, en fait, les nouveaux mots que les enfants apprenaient, c'était les noms de ces petits bonhommes inventés, qui avaient tous des caractéristiques de forme assez détaillées, enfin assez parlantes. Et donc chacun de ces bonhommes, il a été associé à un geste manuel qu'on a inventé aussi et qui était lié à la forme du bonhomme. On verra dans une vidéo après une illustration de ces gestes. Et donc l'idée, c'était de faire apprendre...
de faire apprendre ces nouveaux mots. Donc, alors, chaque personnage était lié à ce qu'on appelle un pseudomot, c'est-à-dire un mot qui n'existe pas en français, mais qui respecte toutes les règles phonologiques et phonotactiques du français. Donc, ils pourraient être des mots, c'est juste qu'ils n'existent pas. Et donc, on a essayé d'apprendre les noms de ces bonhommes à 5 enfants de 6 à 10 ans avec trisomie 21, lors de 6 sessions. Et donc, ils apprenaient certains des mots des bonhommes sans geste, donc juste le mot. Et puis, d'autres bonhommes, ils avaient le mot plus le geste. Donc là, dans la vidéo, on va avoir une illustration de comment ça se passe. Alors, on va jouer un petit jeu, Eva Lune. Le but du jeu, c'est pour les enfants d'apprendre les mots qui correspondent à chacun de ces petits bonhommes. Donc, certains des bonhommes sont associés à un geste. C'est un kappa. Ah, d'accord. Tu fais toi aussi? Ouais. Kappa. Tu répètes? Kappa. Est-ce que tu peux me montrer le pata? C'est lequel? Ouais. T'es prête? Est-ce que tu te souviens avec les mains? Oui. Montre-moi. À vous? Voilà, donc il y avait plusieurs phases dans cette expérience que vous avez toutes vues illustrées ici, 3. Donc une phase d'apprentissage où l'expérimentatrice modélisait le mot, à la fois au niveau de la prononciation et au niveau du geste, s'il y avait un geste associé. Et puis, l'enfant était incité à répéter le mot et à lui-même produire le geste avec ses mains. Et puis ensuite, pour évaluer l'apprentissage, il y avait ce qu'on appelle des phases de rappel, où on essaye de voir si l'enfant se souvient du mot, à la fois en réception et en production. Donc en réception, c'est ce qu'on appelle une tâche de dénomination. Donc on a tous les bonhommes qui sont alignés, on lui demande de nous montrer le kappa, par exemple. Et puis la phase de production, c'est ce qu'on appelle la dénomination, où on va sortir le bonhomme et puis on va demander à l'enfant de donner le mot correspondant. Ce qui est particulièrement parlant dans cette vidéo ici, c'est qu'on voit qu'au début, elle ne se souvient pas du nom du bonhomme. Et puis elle fait le geste et puis là, le mot, il sort directement. Alors, je vérifie juste le temps. Alors, je vais vous montrer un petit peu ici les résultats de cette étude et je vais essayer d'expliquer un petit peu les graphes et puis après, de toute façon, il y aura un résumé. Mais j'avais quand même envie que les graphes soient dans la présentation. Donc, vous pourrez, si ça va un petit peu trop vite, vous pourrez retourner les voir après. Donc là, ici, ce qu'on voit, c'est les types de réponses de l'enfant en dénomination. Donc, quand il devait dire le nom du bonhomme. Donc, ce qu'on voit ici, c'est les résultats pour les 3 dernières sessions. Et ce qu'on constate, c'est surtout, donc, à chaque fois, donc vous avez, ça c'est le pourcentage des observations, pour différents types de réponses. Donc les 4 types de réponses, c'est déno, ok, c'est bon, il a réussi, il ou elle. Erreur mot, c'est il a prononcé le mot, mais avec une erreur, donc par exemple le remplacement d'un phonème par un autre. Une erreur de production, c'est il s'est trompé entre... Non, l'erreur mot, pardon, c'est il s'est trompé, il a confondu avec un autre mot, et l'erreur de production, c'est il s'est trompé en remplaçant par exemple un phonème par un autre. Et puis, on a ensuite la dernière catégorie, c'est juste il n'a pas répondu. Et donc, ce qu'on constate, c'est en bleu clair, alors c'est avec les mots qui ont été appris avec des gestes, et en bleu foncé, les mots qui ont été appris sans. Et donc là où je voudrais attirer plus particulièrement votre attention, c'est à la session 4, le déno OK, où on voit bien que les mots qui ont été associés avec un geste sont mieux rappelés que les mots qui n'étaient pas associés avec un geste. Je vais m'arrêter surtout... Donc je les laisserai, les graphes. Par faute de temps, je n'ai pas le temps de les présenter plus. Ce qui est intéressant, ce graphe-là est assez facile à comprendre et il est particulièrement intéressant. Il montre le nombre de gestes qui ont été produits par les enfants pendant les différentes phases expérimentales. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans le protocole initial, comme on le voit dans la vidéo, il était prévu que quand l'enfant n'arrive pas à nommer le bonhomme, on lui propose de faire le geste. En réalité, les étudiantes qui ont implémenté le protocole n'ont pas respecté cette consigne-là
et n'ont pas suggéré à l'enfant de produire le geste pour l'aider à produire le mot. Et pourtant, ce qu'on constate, c'est que si on compte le nombre de gestes qui ont été produits, spontanément, ce qu'on voit sur ce graphe ici au milieu, c'est qu'en phase de dénomination, quand on leur a pas demandé explicitement de produire le geste, on voit que les enfants, ils ont spontanément produit énormément de gestes. Voilà. Et donc, si on essaye de faire le résumé de ce qu'on a pu voir dans cette étude, on sait que ce qu'on a pu constater, c'est que s'il est associé à un geste, un nouveau mot est appris plus vite, c'est-à-dire qu'il y a besoin de moins de sessions pour l'apprendre. Il va requérir moins de présentations pour être appris. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a compté, le nombre de fois où l'enfant doit avoir une stimulation, une modélisation pour lui-même réussir à apprendre. Et puis, on voit qu'il y a une utilisation spontanée du geste qui a été appris, comme ce que je viens de vous montrer sur le graphe. Ce qu'on constate aussi, c'est que si un nouveau mot est associé à un geste, l'enfant a besoin de moins d'essais ou de moins de stimulation pour apprendre à le reconnaître en désignation. Puis ce qu'on retrouve, c'est un résultat traditionnel dont j'ai déjà parlé, c'est qu'on a des meilleurs résultats en compréhension, c'est-à-dire en désignation, qu'en expression, c'est-à-dire en dénomination. Alors, si je reviens à ma diapo de tout à l'heure... Ah mince, pardon, je n'avais pas passé la diapo. Bon, désolé. Si on revient à la diapo de tout à l'heure, où on avait les différentes méthodes de CAA, avec ma collègue Amélie, on aime bien souligner qu'une des méthodes de CAA, et certainement la première et la plus importante, c'est l'adaptation des comportements de l'interlocuteur. Et pour ça, je vais faire une petite digression sur la multimodalité de la parole, ou ce qu'on appelle aussi la multisensorialité de la parole et la multisensorialité audiovisuelle. Donc vous allez voir ce que je veux dire par là assez rapidement. Donc ce qu'on sait, c'est que la parole, elle est multisensorielle, c'est-à-dire, et donc j'aime bien cette citation de Raymond Stetson, qui dit que la parole, c'est plutôt un ensemble de mouvements rendus audibles qu'un ensemble de sons produits par des mouvements. Alors en fait, ce qu'on sait, c'est que on ne perçoit pas la parole uniquement avec nos oreilles, mais on la perçoit aussi avec nos yeux. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plusieurs choses, et notamment lire sur les lèvres. Alors on est tous capables de lire sur les lèvres, avec des fortes variabilités interindividuelles. On est capable de reconnaître 40 à 60% des phonèmes et 10 à 20% des mots dans la population générale. Évidemment, les personnes qui savent mieux le faire, ce sont les personnes qui ont une déficience auditive. C'est pour ça qu'on a une variabilité interindividuelle énorme, puisque les personnes malentendantes ou sourdes sont capables de reconnaître les mots jusqu'à 60%. Alors, on va dire, OK, chez les personnes sourdes et malentendantes, c'est simplement parce qu'elles n'ont pas accès au son qu'elles utilisent la vision. En fait, non, puisqu'on sait que tout le monde va utiliser la vision. Et comment est-ce qu'on peut mettre ça en évidence expérimentalement ? Tout simplement en dégradant la perception auditive de la parole. Pourquoi on est obligé de la dégrader ? Parce qu'en général, on se comprend assez bien, même si on n'a pas la vision. Par contre, dans plein de cas, naturellement, on n'a pas accès à la vision. On a une dégradation plutôt, de l'information acoustique, par exemple, quand on est dans un bar en train de discuter avec quelqu'un et qu'il y a plein de bruit autour de nous. Et donc, comment on fait pour faire ça, pour montrer ça scientifiquement ? On va simplement faire percevoir des sons de parole à des gens en y ajoutant du bruit, comme dans l'exemple ici. Je voudrais juste jouer la vidéo. Si ça marche. Ah, non, ça marche pas. C'est pas grave. C'est une vidéo qui illustre simplement le fait qu'on a que quand il y a du bruit et qu'on n'a que l'audio, c'est plus difficile que quand on a du bruit et qu'on a l'audio et la vision en même temps. Et donc, ça nous donne des résultats expérimentaux comme sur le graphe ci-dessous. Donc là, c'est un graphe d'une expérience de perception de la parole dans le bruit. Donc
c'est assez simple. Sur l'axe des ordonnées, on a le pourcentage de réponses correctes. Donc, les personnes devaient simplement identifier le mot qui était prononcé. En ordonnée, on a ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit. Donc, à droite, il y a beaucoup de bruit. À gauche, il n'y a pas beaucoup de bruit. Et puis, les triangles blancs, bah, c'est quand les personnes avaient les deux modalités, donc audio et vidéo, pour apercevoir. Et puis, les petits triangles noirs, c'est quand les personnes n'avaient que l'information auditive, donc sans voir la personne parler. Et donc, bah, ce qu'on voit, globalement, ce qu'il faut voir sur ce graphe, c'est que les triangles blancs sont au-dessus des triangles noirs. Et que ça, c'est d'autant plus vrai qu'on a beaucoup de bruit, donc qu'on se dirige vers la droite, sauf jusqu'à un certain point plutôt. Donc là, c'est vraiment l'extrême droite, où les deux courbes semblent se rejoindre. Et là, en fait, on est dans le cas où on a tellement de bruit qu'on est en pure lecture labiale. Donc là, vu que la courbe blanche est au-dessus de la courbe noire, bah, ça nous montre bien que la vision aide à mieux percevoir au moins la parole, au moins dans le bruit. En fait, la vision, elle aide aussi quand il n'y a pas de bruit. Et vous pouvez l'expérimenter tout le temps. C'est plus difficile de comprendre son interlocuteur au téléphone que si on l'a en face de nous. C'est plus difficile de comprendre la parole de la radio que de la télé. C'est aussi vrai pour la parole dans une langue étrangère. C'est plus facile de comprendre quelqu'un qui nous parle dans une langue qu'on maîtrise mal si on le voit en même temps. C'est aussi le cas quand une personne nous parle dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, ou quand on a des contextes qui sont... Ah mince, j'ai oublié de passer. Quand on a des contextes qui sont sémantiquement compliqués. Et puis, je vais juste vous montrer une petite illustration du fait que c'est pas simplement quand il y a du bruit ou quand on comprend pas bien ou qu'on utilise l'information visuelle. En fait, on l'utilise tout le temps. Et ce qui illustre bien ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de McGurk. Alors, j'espère que la vidéo va marcher. Mais il n'y a pas l'air. Mais ça, c'est ma faute, en fait. Je viens de comprendre pourquoi. Bon, c'est pas grave. Alors, il y en a peut-être déjà qui ont vu cet exemple. Si vous faites effet McGurk sur Google, vous aurez plein de vidéos. Alors, l'idée de cette expérience, c'est quoi ? C'est de mélanger un stimulus auditif à bas avec un stimulus visuel AGA. Donc, on entend la bande-son dit ABA, mais la vidéo dit AGA, qui sont deux informations qui sont a priori incompatibles, puisque pour produire le son B, il faut qu'on ferme nos lèvres, et quand on produit le son G, on ne doit pas fermer nos lèvres, sinon on ne peut pas le produire. Et en fait, chez la majeure partie des gens, ça résulte dans la perception d'une troisième consonne, qui est la consonne DE. Et pourquoi ça résulte là-dedans ? Parce que ça, le DE rend compatible le fait d'avoir une fermeture du conduit vocal, DE, c'est pas au niveau des lèvres, mais c'est juste à l'arrière, avec le fait que les lèvres ne soient pas fermées. Et donc, dans ce cas-là, on n'a pas de bruit, a priori. L'information acoustique est très claire. Et pourtant, on voit que si on y ajoute une information visuelle incongruente, ça va avoir un effet sur notre perception. Donc, on utilise la vision, même quand l'audition est très claire et facile. Et alors, pour en revenir à la parole des personnes avec trisomie 21, on a voulu voir si c'était le cas aussi pour la parole produite par des personnes avec trisomie 21. Donc pour ça, on a mené une expérience qui est illustrée par la vidéo ici. En fait, ici, ce que vous allez faire, c'est percevoir la parole de personnes avec trisomie 21 et de personnes tout venant. Donc vous allez faire ça dans 3 modalités. En audio seul, donc vous allez entendre avec ce casque qu'on va vous mettre sur les oreilles après. Vous allez entendre des séquences et le but, ça sera que vous disiez
vous répétiez ce que vous avez entendu. Ensuite, vous allez avoir une condition en visuel seul, donc vous allez juste voir la vidéo de la personne parler, et pareil, il faudra que vous disiez, dans le petit micro ici du casque, ce que vous avez compris. Et enfin, une troisième condition, qui est la condition audiovisuelle, où vous allez à la fois voir et entendre, donc ce qui est la condition la plus naturelle. Donc on l'entend vaguement là dans le petit film, les stimuli audio, c'est des séquences voyelles-consonnes-voyelles, donc comme ABBA par exemple, avec différentes consonnes et aussi différents contextes vocaliques. Mais ce n'est pas très important, c'est juste pour que vous ayez une idée et pour que vous sachiez aussi qu'il n'y a pas de sens associé puisque ce n'est pas des vrais mots. Alors si on s'intéresse aux résultats de cette expérience, donc ça veut dire que là ici, juste pour bien préciser, c'est des personnes tout venant qui ont perçu la parole de personnes avec trisomie 21 dans une condition et la parole de personnes tout venant dans une autre condition. Donc ici, sur l'axe des ordonnées, on voit le pourcentage de réponses correctes. Sur l'axe des abscisses, on a les 3 conditions, donc visuel seul, audio seul et audio plus vision. Et puis en orange, on a le résultat pour les locuteurs avec trisomie 21 et en bleu pour les locuteurs tout venant. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici dans la modalité auditive ? On retrouve le gros déficit d'intelligibilité audio des personnes avec trisomie 21, qui sont moins bien perçues que les personnes ordinaires. Ensuite, si on regarde ce qui se passe dans la modalité visuelle seule, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'on n'a pas de différence entre les deux groupes. Donc l'information acoustique, elle est dégradée dans la parole des personnes avec trisomie 21, mais pas l'information visuelle. Et puis, quand on regarde dans la troisième condition, c'est-à-dire quand on a toute l'information auditive et visuelle, ce qu'on constate, c'est que, OK, il y a encore un déficit d'intelligibilité, puisque le groupe orange est en dessous du groupe bleu, mais ce déficit d'intelligibilité, c'est-à-dire l'écart entre les 2 points, il est moindre que l'écart en auditif seul. Donc, ça veut dire que la modalité visuelle nous a permis de mieux percevoir la parole des personnes avec trisomie 21. Et donc, c'est là où j'en reviens à la méthode de CAA la plus naturelle qui soit, qui est l'adaptation de l'interlocuteur. Donc, qu'est-ce que ça me montre, ça ? Ça me montre que si je regarde mon interlocuteur ou mon interlocutrice avec trisomie 21, le ou la comprend mieux. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce projet a été mené en partenariat avec des personnes concernées et leurs familles. Et quand on leur a montré ces résultats, il y a une maman qui nous a dit « Ah mais oui, mais c'est vrai, en fait, je ne me rends pas compte que des fois, si je le regardais, mon fils, ça pourrait m'aider. » Donc, elle a essayé de le faire et elle s'est rendue compte qu'effectivement, dans sa vie quotidienne, ça l'aidait. Je vais parler brièvement de ça, qui vient aussi dans cette idée de l'adaptation de l'interlocuteur. Dans une autre étude, on a essayé de regarder le rôle de l'imitation dans l'apprentissage perceptif de la parole d'un locuteur avec trisomie 21. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un apprentissage perceptif dans tous les cas. C'est-à-dire que mieux on connaît quelqu'un et mieux on le comprend. Mieux on arrive à percevoir sa parole. Et ce qu'on sait aussi, c'est que quand on implique notre système moteur, c'est-à-dire que quand nous-mêmes on est actif dans le processus de perception, par exemple en imitant ou juste en répétant, on apprend plus vite. Et donc on a essayé de faire ça chez les personnes avec trisomie 21. Donc, c'est-à-dire, là, ce sont des personnes ordinaires qui percevaient la parole de personnes avec trisomie 21 dans plusieurs conditions et pour lesquelles il y avait une phase d'apprentissage dans plusieurs conditions. Et puis, on compare leur compréhension de la personne avant l'apprentissage, ça c'est pré-test, après l'apprentissage, ça c'est post-test. Donc, en noir, ici, c'est le groupe contrôle, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu du tout d'apprentissage. Donc, on voit que naturellement, en fait, l'apprentissage, il se fait par simple exposition, même courte, à la parole, puisqu'on a une amélioration. Alors, en ordonnée, je ne vous explique pas, c'est une mesure un petit peu compliquée, mais en gros, si on est en dessous, ça veut dire qu'on a progressé. Voilà, qu'on a appris.
Donc on voit que même dans la situation contrôle, on apprend. Et puis il y avait 2 autres situations, une où on apprenait juste en écoutant et une où on apprenait en répétant et avec pour consigne d'essayer d'imiter la prononciation de la personne. Et l'imitation, la condition imitation, c'est la seule condition dans laquelle on a eu une amélioration qui était significative et qui était supérieure à l'amélioration dans les autres conditions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je m'entraîne à imiter la parole de mon interlocuteur avec trisomie 21, eh bien, je vais mieux le percevoir. Donc, encore une fois, l'interlocuteur, il peut lui aussi être un bon outil de CA. Pour finir, je voudrais juste vous parler du projet Participation, qui est un projet qu'on mène en ce moment avec Amélie Rocher-Capellan, et dont le but est de documenter positivement la parole des personnes avec des troubles complexes de la communication qui ont peu ou pas du tout accès à la parole. Donc c'est un projet participatif qui est en cours actuellement, qui a pour but de collecter et d'analyser scientifiquement tous les comportements communicatifs des personnes en situation écologique, c'est-à-dire dans leur milieu habituel, puisqu'on sait que le fait de faire venir des gens, par exemple, au laboratoire pour les enregistrer, ça a un effet sur leur façon de parler, et ça a un effet sur leur comportement communicatif, qui n'est pas représentatif de ce qui se passe dans la vraie vie. Et donc, ce projet, il vise à collecter une grosse base de données vidéo, et ensuite d'analyser tous les comportements communicatifs qu'on aura sur ces vidéos. Donc, je vous ai mis le site internet. Si vous êtes intéressé par ce projet, si vous êtes intéressé par y participer, certaines personnes dans la salle y ont participé, en nous envoyant par exemple des vidéos, n'hésitez pas. Voilà. Et donc, les petits messages à ramener chez vous, c'est que la multimodalité, elle est omniprésente dans la communication, que les gestes manuels sont un moyen naturel de communiquer, que les gestes sont une méthode de CA efficace et que la CA, ce n'est pas juste un moyen pour le locuteur de s'adapter, puisque l'adaptation de l'interlocuteur, c'est une méthode de CA à part entière. Donc, merci à vous pour votre attention et puis merci à tous les collègues qui ont travaillé avec moi sur ces projets. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions du coup dans l'assistance? Avec la voix, avec les mains, avec ce que vous voulez, en multimodalité. Non, ça ne marche pas. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce qu'il serait possible d'avoir votre article? Celui sur la perception audiovisuelle des personnes avec trisomie 21? Oui. Oui, tout à fait. On vous écrit, c'est ça? Oui. Et en fait, si vous tapez le titre, normalement, il est disponible directement sur Google Scholar. Merci beaucoup. Voilà. Mais si vous n'arrivez pas à le trouver, bien sûr, vous pouvez m'écrire. C'est bon. Ok. C'était juste pour dire que ma fille, par exemple, les mots qu'elle a dit, c'est sous le coup de l'émotion qui sont sortis. Donc là, quels sont les mécanismes qui font que, parce que ça, j'aimerais bien trouver d'autres techniques émotionnelles pour qu'elle puisse dire beaucoup plus de mots. Je veux dire, et ces mots, une fois qu'elle les a dit, ils restent. Et elle va les dire de façon juste. Mais ce qui fait qu'elle a 15 mots. Ouais. Après, j'ai pas de solution miracle, mais peut-être que d'apprendre des signes, ça peut aider en stimulation. En fait, nous, notre hypothèse avec Amélie, donc nous, on travaille. Enfin, au départ, on fait de la recherche toutes les deux de manière un petit peu différente sur les liens, enfin sur la motricité de la parole. Et moi, plus particulièrement, sur les liens entre la motricité de la parole et la motricité des mains quand on fait des gestes. Et nous, notre hypothèse de travail, même si on n'a pas encore tous les arguments scientifiques pour la valider, c'est que le fait d'utiliser les mains dans la communication, ça stimule la motricité articulatoire. Et donc l'idée, c'est que si l'enfant il apprend d'abord un signe, parce que ça va être plus facile au départ, parce que c'est vachement compliqué d'articuler, comme je le disais tout à l'heure, ça va venir stimuler la motricité de l'articulation et donc stimuler la production articulatoire du mot. Voilà.
Voilà, mais quand il y a une apraxie importante... Après, voilà, ça c'est toujours compliqué. Il y a des gens qui n'ont pas du tout accès aux gestes de la main. Ce qui existe aussi pour les personnes, donc notamment les personnes, il y a un article qui utilise ça pour les personnes avec le syndrome d'Angelman. Donc dans le syndrome d'Angelman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un syndrome génétique rare où on a de grosses difficultés motrices, surtout de contrôle moteur, et on n'a pas du tout ou très peu accès à la parole. Et en fait, il y a une étude qui a essayé d'utiliser les gestes qui étaient naturellement produits par les gens pour les détourner à des fins communicatives. Donc en utilisant du coup directement les capacités motrices des gens pour le détourner vers des fonctions communicatives. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible de faire avec des gens qui ont des difficultés motrices, qui ont des motricités atypiques, d'essayer d'utiliser les spécificités de leur motricité pour les détourner à des fins communicatives. Merci. Ouais. Bon, merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation et ces réponses précises. Donc, vous le voyez, vous pouvez aussi entrer directement en contact avec les différents conférenciers du colloque.